Bon, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau, Mesdames et Messieurs les membres de la Société française de la médecine, de l'histoire de la médecine, pardon, avec une mention spéciale pour Madame Barrault, ici présente de Sens, qui est l'initiatrice de ce projet. Donc, je vous remercie de me donner l'opportunité d'évoquer la vie et l'œuvre de mon grand-père, Gaston Ramon, qui a siégé de nombreuses années dans cette illustre et vénérable institution qu'est l'Académie de médecine, pour y exposer et défendre ses découvertes, dont on commémore actuellement le centenaire. C'est donc avec un grand plaisir que je vais aujourd'hui avec vous, évoquer son souvenir. Donc Gaston Ramon est né le 30 septembre 1886 à Belchaume, un petit village à la limite du Sénonais et de l'Auxerrois dans l'Yonne, tout près de Brinon-sur-Armançon, adossé à la forêt d'Othe. On voit ici ce petit village de Belchaume vu de loin, qui en fait, vu de loin, n'a guère changé depuis un siècle. On voit ici sur cette deuxième vue à gauche la maison natale de Gaston Ramon, qui se situe rue du Docteur Roux. On verra que ce n'est pas une simple coïncidence. Et puis sur la photo de droite, eh bien, on voit la plaque commémorative qui montre que Gaston Ramon est l'inventeur des anatoxines diphtériques et tétaniques, c'est-à-dire du vaccin antidiphtérique et antitétanique. Alors Gaston Ramon est issu d'une famille modeste, implantée depuis plusieurs générations à Belchaume, dans l'Yonne. Son père Léon est boulanger, boulangerie implantée à Sens, 7 rue Général Dubois, dont il reste encore quelques vestiges au 7 de cette même rue. Donc Gaston Ramon est l'aîné de 5 enfants dont 2 sont décédés en bas âge. Il a été élevé dans les premières années de sa vie par sa grand-mère paternelle, Pauline Fouchy, qui est originaire de Bussy-en-Othe, un petit pays à côté de Belchaume, à laquelle il était très attaché, comme Gaston Ramon d'ailleurs restera très attaché, toujours très attaché à son pays natal de Belchaume. Donc grandissant, il rejoint ses parents à Sens, qui étaient donc boulanger à Sens, et donc il fréquente successivement l'école maternelle de la rue Rigaud, puis l'école Saint-Edme, pour ceux qui connaissent Sens éventuellement, rue Thénard, qui deviendra l'école Gaston Marnot actuelle. Donc il participe toutefois à l'activité paternelle, pardon, en distribuant le matin sur son trajet ou avec des grands détours, pain ou croissant à telle ou telle personne. Puis à 12 ans, son instituteur ayant remarqué son assiduité au travail, eh bien, il est inscrit au lycée de Sens, qui fut antérieurement le lycée impérial, et le lycée de Sens qui deviendra plus tard le collège Mallarmé en 1960. Donc, il effectue sa scolarité donc, au lycée de Sens de 1898 à 1904, de la sixième à la terminale lettres. Alors, je reviens un petit peu en arrière, où là, où vous voyez sur la gauche Gaston Ramon tout jeune avec sa grand-mère Pauline, et puis ses parents sur le perron de leur maison à l'aide de Belchaume, avec donc Léon et Clémence Ramon sur une photo qui date des années 30. Là, on voit un certificat de scolarité du lycée de Sens où il est stipulé que Gaston Ramon était un élève sérieux et travailleur. Donc, à l'issue du bac, il faut prendre une orientation. Il est plutôt attiré par les sciences naturelles plutôt que la médecine ou la pharmacie, et il opte donc pour les études de vétérinaire avec une année préparatoire à Roanne. Alors pourquoi à Roanne? Eh bien parce que le cousin germain de son père était proviseur du lycée de Roanne, ce qui facilitait les choses sur le plan matériel. On voit ici cette école préparatoire de Roanne où on voit Gaston Ramon en haut à droite tout jeune. Donc il est admis brillamment au concours de l'école vétérinaire d'Alfort en 1905, école qu'il intègre en 1906 après son service militaire au 30e régiment d'artillerie d'Orléans. Et donc il intègre Alfort, 4 années d'études. Il est diplômé en 1910, après 4 années d'études qui furent, selon lui, parmi les meilleures de sa vie. On voit sur la droite Gaston Ramon en habit d'étudiant classique à l'époque de cette école vétérinaire d'Alfort. Alors, après ces 4 années d'études, eh bien, il lui faut gagner sa vie. Il fait quelques remplacements malgré l'accueil chaleureux du vétérinaire de Brinon, médecin vétérinaire Ballot. Il fait quelques remplacements, mais il n'est pas attiré par la pratique vétérinaire.
Donc, sur les conseils de camarades d'Alfort, il passe le concours des services d'hygiène de la Seine. Et là, donc, cet emploi lui laissant beaucoup de temps libre, il retourne à l'école d'Alfort où il fréquente le service des maladies infectieuses. À l'époque, c'était le service des maladies contagieuses d'Henri Vallée, hein, qui était donc directeur de l'école d'Alfort à l'époque. Henri Vallée, donc des liens très importants vont se tisser entre Gaston Ramon et Henri Vallée. Et Henri Vallée n'appellera plus Gaston Ramon que mon petit Ramon. Même lorsque, et ça c'est un peu rigolo effectivement entre guillemets, même lorsque Gaston Ramon sera au fait de sa gloire, eh bien dans les courriers, ça sera toujours mon petit Ramon. Voilà, petite anecdote. Donc, il fréquente donc le service des maladies infectieuses d'Henri Vallée. Henri Vallée lui conseille tout de même un jour d'aller voir du côté de l'Institut Pasteur et lui fait une lettre de recommandation pour M. Weinberg, qui était à l'époque chef du service des anaérobies à l'Institut Pasteur. Donc, c'est le premier contact de Gaston Ramon avec l'Institut Pasteur. Quelques temps plus tard, Henri Vallée, avec lequel il y a des liens très étroits, je vous avais dit, sont liés, eh bien, l'accueil avec un grand sourire. J'ai rencontré Émile Roux, docteur Roux et Émile Roux à l'Académie des sciences. Il cherche un jeune vétérinaire pour s'occuper de toute la cavalerie de l'annexe de l'Institut Pasteur de Garches où on fabrique le sérum antitétanique. Donc, il a besoin de vous. Alors, Émile Roux, je ne le présente pas, c'est un disciple de Pasteur. Il a été directeur de l'Institut Pasteur de 1904 à 1933. Il avait succédé à Émile Duclos en 1904, qui lui-même avait succédé à la tête de l'Institut Pasteur à sa mort en 1895. Donc le voilà donc en 1911. Alors là, je reviens un petit peu en arrière. On voit Henri Vallée donc, qui a introduit Gaston Ramon à l'Institut Pasteur, et puis Émile Roux, donc là qu'on voit encore assez jeune, qui était le directeur de l'époque et qui est resté directeur très longtemps, de 1904 donc à 1933. Donc le Gaston Ramon, le voilà donc en 1911 au service de production des sérums à l'annexe de l'Institut Pasteur de Garches, auprès d'Alexis Prévost, qui était le directeur à l'époque de l'annexe de l'Institut Pasteur de Garches, face à une cavalerie à l'époque de plus de 300 chevaux, occupant de vastes écuries. Donc le travail de Gaston Ramon pendant 10 ans, de 1910 à 1920, eh bien, ça a été d'injecter la toxine diphtérique et tétanique aux chevaux, toxine atténuée par l'iode, et puis de récolter quelques semaines plus tard le sérum antitétanique et antidiphtérique après décantation du sang. Tout ça se faisait par des saignées régulières, donc Gaston Ramon a passé son temps pendant de nombreuses années à faire des saignées. On voit donc toutes ces écuries qui ont maintenant disparu d'ailleurs. Simplement a été conservée la grande écurie circulaire que l'on voit sur la droite, a été conservée la charpente qui a été restaurée et qui constitue actuellement le restaurant d'entreprise de l'entreprise Biorad qui se trouve sur le campus du domaine de Villeneuve-l'Étang. Sur la photo en bas à droite, on voit Gaston Ramon effectuant une saignée au niveau des jugulaires de l'encolure des chevaux. Alors ce domaine de Villeneuve-l'Étang fut un domaine royal puis un domaine impérial avec un magnifique château qui a été détruit en 1880. À titre d'anecdotique, Napoléon III y a passé sa nuit de noces avec Eugénie de Montijo en 1853. Alors, cette propriété de Villeneuve-l'Étang, c'est un autre côté historique, c'est vraiment l'embryon de l'Institut Pasteur. Car ce domaine de Villeneuve-l'Étang a été mis à la disposition en 1884 par l'État, a été mis à disposition de Pasteur pour poursuivre ses expériences sur la rage, expérience qu'il poursuivait jusqu'ici rue d'Ulm à l'École normale supérieure, en plein Paris, avec des animaux enragés, en plein Paris, donc ça posait de graves problèmes de voisinage, et donc Pasteur a pu donc travailler tranquillement dans le domaine de Villeneuve-l'Étang. Je vous rappelle bien sûr que l'Institut Pasteur à l'époque n'était pas encore construite. Alors en 1914, eh bien, la guerre éclate, Gaston Ramon est mobilisé sur place. Devant l'avancée des troupes allemandes, il est décidé de transférer la cavalerie à Toulouse. Donc à l'école vétérinaire de Toulouse. Donc Gaston Ramon y restera 2 ans. Il revient donc en 1916. Alors à ce moment-là, on est en plein dans cette Première Guerre mondiale. Les besoins en sérum antitétanique sont importants pour les armées et malheureusement, un certain nombre de lots durant le transport sont contaminés, donc arrivent sur le front inutilisables.
Donc, Émile Roux se souvient à ce moment-là de ce jeune vétérinaire qui lui avait été recommandé par Vallée, par Henri Vallée, et le convoque à Paris. Alors, vous pensez bien que Gaston Ramon, à l'époque, était terriblement impressionné par Émile Roux. Émile Roux, bien sûr, c'était cet homme à l'époque auréolé de la gloire de la sérothérapie antidiphtérique, hein, qui avait été révélée au Congrès de Budapest en 1894. C'est le bras droit de Pasteur. Émile Roux, à l'époque, a une réputation légendaire à l'Institut. Alors, depuis quelques années déjà, il vit seul, comme tel un ermite, dans deux pièces exiguës, au deuxième étage de l'hôpital Pasteur, dans ce qu'on appelle le pigeonnier. Sur sa santé fragile veille Sœur Laure donc, dont on a beaucoup de documents de correspondance entre elle et Émile Roux. Sœur Laure, donc, c'était une infirmière de l'hôpital Pasteur, une des infirmières de l'hôpital Pasteur. Les infirmières de l'hôpital Pasteur, à l'époque, étaient toutes des religieuses de l'ordre de Saint-Joseph de Cluny. Donc, Émile Roux, je vous le rappelle, à partir de 1916, Émile Roux était tuberculeux et à partir de 1916, il a présenté des crises fréquentes d'hémoptysie qui l'obligeaient à un repos forcé qui n'était guère compatible avec ses activités puisqu'il cumulait direction de l'Institut Pasteur, bon, expérimentateur dans son laboratoire et puis il y avait en plus l'enseignement, les cours d'Émile Roux à l'Institut Pasteur. Donc, au cours de cette entrevue, le courant est passé entre ces deux hommes et Gaston Ramon gardera toute sa vie une profonde admiration pour Émile Roux. Il restera pour lui vraiment le meilleur des guides. Quant à Émile Roux, il a discerné en Gaston Ramon un garçon d'avenir. Voici d'ailleurs ce qu'écrivait M. Roux à sa sœur aînée, Marie Maumont née Roux, alors qu'il était déjà question du mariage de Gaston Ramon en 1917 avec l'une de ses petites nièces, Marthe Maumont. Donc nous sommes en 1916, Émile Roux écrit Gaston Ramon, Monsieur Ramon a 29 ans, il est vétérinaire à Garches. Je suis entièrement satisfait de ses services. Il est intelligent, travailleur. Il est instruit. Lorsque le directeur d'Alfort l'a désigné à mon choix, il m'en a fait grand éloge. Je ne connais pas son caractère, mais tous ceux qui l'ont côtoyé m'ont dit qu'il s'agissait d'un garçon loyal et honnête. 17 ans plus tard, sur son lit de mort, en 1933, Émile Roux dira à Gaston Ramon heureusement que vous êtes là, ceci témoignant de la grande confiance qu'avait Émile Roux dans Gaston Ramon. Donc après cette entrevue, de retour à Garches, il se met au travail et met au point une formule antiseptique à base de formol, se souvenant de ses leçons de chimie à Alfort avec son maître à l'époque, Alexandre Monvoisin, qui était chimiste à Alfort. Donc le formol additionné en proportion convenable avec le sérum antidiphtérique n'altère ni ses qualités physiques ni les propriétés de ce sérum antidiphtérique et peut donc être acheminé en toute sécurité aux armées. Donc Émile Roux le félicite, Gaston Ramon bien sûr, ben, il en est fier. Alors ensuite en 1920, Émile Roux autorise Gaston Ramon à expérimenter, donc à expérimenter dans un laboratoire de fortune que l'on voit à droite ici, dans dans une pièce très exiguë avec du matériel un peu sommaire. Alors, ce laboratoire se situe dans le bâtiment des Cent-Gardes. Le bâtiment des Cent-Gardes, en fait, c'est l'ancienne ferme du château de Villeneuve-l'Étang. Donc, on voit sur cette photo, dans le bâtiment du fond, un escalier qui permettait d'accéder à l'appartement qu'a occupé Gaston Ramon avec son épouse Marthe Maumont. Donc, jusqu'en 1926, à la mort d'Alexis Prévost, ils ont intégré le pavillon directorial, dont malheureusement, je n'ai pas de photo ici. Donc, ce laboratoire se situait juste à côté de son appartement. Dans cet appartement sont nés ses trois enfants. Donc, cet appartement et ce laboratoire, proche de la chambre mortuaire de Pasteur, qui est dans le bâtiment central du bâtiment des Cent-Gardes, et cette chambre mortuaire de Pasteur, bien sûr, est toujours présente. Donc, c'est dans ces locaux un petit peu rudimentaires, exigus, que Gaston Ramon va faire ses principales découvertes de 1922 à 1926. Donc, quatre grandes découvertes parmi celles qu'il a faites. En 1922, le principe de la flocculation. En 1923, le principe des anatoxines. En 1924, le principe des substances adjuvantes et stimulantes de l'immunité. Et puis, enfin, en 1926, le principe des vaccinations associées. Donc, commençons par le commencement. Donc, 1922, principe du phénomène de flocculation.
qui consiste à doser de façon extrêmement précise toxines et antitoxines diphtériques. Alors on parle de la diphtérie parce que ces recherches sont appliquées au début essentiellement sur la diphtérie. Donc on arrive à doser de façon simple et précise in vitro la toxine et l'antitoxine, alors que jusqu'ici, cela ne pouvait se faire qu'in vivo, chez l'animal, chez le cobaye, au prix de manipulations longues et fastidieuses, selon la méthode d'Ehrlich. Ehrlich, c'était un immunologiste allemand qui partagera avec Elie Metchnikov, ce pastorien d'origine russe et même d'origine ukrainienne, qui partagera le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1908. Donc à partir de ce principe de sa flocculation, eh bien, découle le principe des anatoxines. Le principe des anatoxines qui consiste à mettre au point une toxine atténuée qui a perdu son pouvoir toxique. Par l'adjonction de formol et en chauffant ce mélange de toxines et de formol, on arrive à une substance que Gaston Ramond appellera anatoxine, qui est une substance donc qui a perdu son pouvoir toxique mais qui a gardé son pouvoir immunogène. Donc cette substance est stable, et ça c'est important bien sûr, sans retour possible du pouvoir pathogène de la toxine. Donc cette substance, Gaston Ramond, après de longues discussions avec Émile Roux, l'appellera anatoxine diphtérique, donc autrement dit, le vaccin antidiphtérique. Ce principe fondamental des anatoxines, eh bien Gaston Ramond l'appliquera à d'autres maladies, avec les anatoxines tétaniques, les anatoxines staphylococciques, botuliniques et bien d'autres, car à l'époque, il faut bien voir qu'il n'y avait pas d'antibiotiques et que le seul moyen de traiter ces maladies, eh bien, c'était la sérothérapie, voire le vaccin. Donc 30 ans plus tard, en 1953, Salk aux USA, appliquant le même principe au virus de la poliomyélite, mettra au point le vaccin anti-poliomyélite. Alors, je me permets de faire, à propos de cette diphtérie, cette maladie bactérienne infectieuse contagieuse, quelques rappels historiques. La diphtérie, comme vous le savez, à la fin du 19e, début du 20e, c'était la terreur des mères de famille, puisqu'il n'était pas rare qu'un ou deux enfants de chaque fratrie mouraient de diphtérie. Alors, cette diphtérie, ben, c'est une maladie qu'on appelait à l'époque le croup, le croup, qui est la conséquence d'une double agression. Une agression locale avec une bactérie donc, qui fabrique des peaux épaisses, des fausses membranes, qui obstruent progressivement les voies aériennes supérieures, obstruant le pharynx, le larynx, et conduisant progressivement à un état asphyxique. Asphyxique qui entraînait bien souvent le décès. Alors le traitement à l'époque, eh bien le traitement à l'époque, c'était la trachéotomie. Le problème, c'est que malgré la trachéotomie, ces enfants diphtériques continuaient à mourir. Donc, c'est qu'il se passait autre chose, et cette autre chose, c'était la toxine diphtérique sécrétée par cette bactérie qui diffusait dans tout l'organisme à l'origine d'un choc toxi-infectieux responsable d'une défaillance pluriviscérale, rénale, cardiaque, système nerveux. Donc, le bacille de la diphtérie, il a été découvert en 1883 par deux Allemands, Klebs et Lefleur. On voit ici Lefleur à gauche. Ensuite, ce sont les pastoriens Roux et Yersin, Émile Roux, Alexandre Yersin, qui découvrent la toxine diphtérique en 1886, que l'on voit donc sur la droite. Euh, alors, non, Yersin est au milieu, pardon. Et puis ensuite, en 1890, eh bien, l'allemand Behring, que l'on voit à droite, Emil von Behring, et puis le japonais Kitazoto, qui travaillaient tous deux à l'Institut Corps de Berlin, qui était l'équivalent allemand de l'Institut Pasteur de Paris. Donc ces deux chercheurs, allemands et japonais, découvrent les anticorps antitoxines diphtériques, autrement dit le sérum antidiphtérique. Alors je fais un petit focus sur Alexandre Yersin, pardon. Alexandre Yersin, c'est ce médecin suisse donc, qui a continué ses études de médecine en Allemagne à Marbourg, puis ensuite il les a terminé en France, où il a été donc un collaborateur de Pasteur, puis ensuite d'Émile Roux, avec lequel, comme je viens de dire, il met en évidence en 1886 la toxine diphtérique. Alors après ces recherches très fructueuses, eh bien, Alexandre Yersin abandonne la recherche et part en Asie, au Vietnam, faire des explorations du territoire asiatique de l'époque. Et puis il est rattrapé par la recherche en 1894 à l'occasion d'une épidémie de peste bubonique à Hong Kong, donc au nord du Vietnam, en Chine. Et là, Pasteur lui demande de se rendre à Hong Kong pour essayer d'identifier ce bacille de la peste.
Donc, Alexandre Yersin s'y rend, bien sûr, avec du matériel sommaire. Il met en évidence assez rapidement ce bacille de la peste qui portera son nom, Yersinia pestis. Donc, il a mis là aussi, un peu comme tous ces pastoriens, il a mis en évidence ce bacille avec des moyens très rudimentaires, alors qu'il y avait sur place les Anglais et les Japonais qui étaient alliés à l'époque et qui avaient des moyens beaucoup plus importants. Donc, revenons à nos découvertes. Donc, ces deux équipes allemandes et françaises eh bien, développent la sérothérapie antidiphtérique. Et c'est Émile Roux le premier qui expérimente, qui applique la sérothérapie aux enfants diphtériques dans les hôpitaux parisiens notamment, et qui donc rapporte ces cas de diphtérie traités par la sérothérapie antidiphtérique en dehors d'une communication retentissante au Congrès de Budapest en 1894. Donc Émile Roux est considéré comme le père de la sérothérapie antidiphtérique. Alors il y a des discussions là-dessus qui sont faites, puisque les Allemands en étaient à peu près au même point et d'ailleurs, Émile Roux l'a reconnu et il était, bien qu'Émile Roux ne soit pas trop favorable aux Allemands, puisque deux de ses frères sont morts à la guerre de 70, eh bien, il a quand même euh, été un ami d'Émile von Behring, à tel point qu'un des fils de Behring était le filleul d'Émile Roux. Donc voilà, donc cette sérothérapie, alors là on voit effectivement donc Émile Roux dans une période de détente hein, qui était assez rare chez lui. Et puis on voit les premiers cas de diphtérie sur la photo de droite rapportés par la presse locale la presse de l'époque, le Petit Journal, en 1894. Donc cette sérothérapie, c'est un traitement qui est administré une fois la maladie déclarée, alors que l'anatoxine, le vaccin, en fait, est une maladie, est un vaccin comme tous les vaccins qui permet d'éviter que la maladie ne se déclare. Alors, pour faire un petit rappel, à l'époque, 80% des enfants qui étaient atteints de diphtérie mouraient. Avec la sérothérapie antidiphtérique, la mortalité est tombée à 20%. Donc quelque chose quand même de très important. Et la mortalité est ensuite tombée à 0% avec la vaccination qui, comme on le verra, deviendra obligatoire. Donc la première communication sur la découverte des anatoxines, sur ce principe des anatoxines, eh bien, elle a été faite par Émile Roux à l'Académie des sciences lors de la séance du 10 décembre 1923. Donc cette anatoxine diphtérique a été diffusée et adoptée en quelques années dans le monde entier reléguant, reléguant donc les suppléants, les essais pardon, de vaccination qui avaient été faits antérieurement, en utilisant des mélanges de toxines et d'antitoxines, mais avec des résultats qui étaient aléatoires, qui étaient inconstants, peu reproductibles et qui s'accompagnaient surtout d'accidents graves, voire de cas mortels. Citons parmi ces excès de vaccination antérieurs les travaux de l'allemand Löwenstein, de Glennie, l'anglais, et de l'américain William Park, qui en 1924, comme d'autres d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, reconnaît la supériorité et l'innocuité des anatoxines de Ramon. Donc ce principe des anatoxines a été rapidement appliqué au tétanos, avec la vaccination antitétanique qui a été rendue obligatoire dans les armées alliées au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis d'épargner de nombreuses vies de soldats, alors qu'elle ne l'était pas dans les armées allemandes où il y a eu beaucoup de cas de tétanos mortels. Donc après cet aparté sur la diphtérie, reprenons le fil des découvertes. Donc troisième grand principe, le principe des substances adjuvantes et stimulantes de l'immunité, hein, qui sont l'utilisation de substances variées. Initialement le tapioca, ça peut faire un peu sourire, et puis bien d'autres ont été essayés, dont l'aluminium, qui reste bien sûr actuellement une substance utilisée dans la fabrication de nombreux vaccins. Donc ensuite eh bien, l'idée d'utiliser comme substance adjuvante les vaccins a conduit Gaston Ramon, en collaboration avec Christian Zoller, à donc mettre au point les vaccinations associées. Christian Zoller, c'était un médecin militaire, professeur au Val-de-Grâce, qui malheureusement est mort prématurément en 1934 à l'âge de 46 ans. On le voit ici dans le laboratoire de Gaston Ramon, avec Gaston Ramon donc en compagnie de Christian Zoller. Sur la photo sur l'image du milieu, eh bien, vous voyez une affiche de propagande pour la vaccination. Donc, vaccinez-vous. Vaccinez-vous contre la diphtérie. Et puis, sur la droite, le petit graphique qui montre la chute libre des cas de diphtérie en 10 ans
une fois que la vaccination aura été rendue obligatoire, de 1945 à 1954. On voit donc que dans les années 50, eh bien, la diphtérie a quasiment disparu en France, comme dans d'autres pays, d'ailleurs en Amérique du Nord, un peu sur le même principe. Donc, les vaccinations associées, ben, ce fut d'abord la double vaccination diphtérie-tétanos, puis ensuite diphtérie, tétanos, typhoïde et paratyphoïde dans les armées, et puis ensuite la triple vaccination, la triple et quadruple vaccination que l'on connaît encore actuellement avec le DTCP, donc diphtérie, tétanos, coqueluche et polio. Donc, ces vaccinations associées, elles permettent de vacciner les mêmes sujets en même temps contre différentes maladies et surtout par l'effet adjuvant de mieux les vacciner. Donc, au vu des résultats très, très importants de ces vaccinations, eh bien, elles ont été déclarées obligatoires en 1936 pour la vaccination diphtérie, tétanos, typhoïde, paratyphoïde dans les armées. En 1939, c'est la vaccination antidiphtérie qui devient obligatoire. Et en 1940, sous l'occupation, c'est la double vaccination diphtérie, tétanos qu'il devient. Donc avec cette vaccination, eh bien sûr, la diphtérie et le tétanos sont deux maladies qui ont disparu complètement de nos jours. Alors pas complètement, car au même titre d'ailleurs que la tuberculose, eh bien, on voit réapparaître quelques cas de diphtérie avec les grands mouvements migratoires actuels. Alors, citons une dernière innovation à l'époque qui est la séronatoxithérapie, surtout appliquée au tétanos, qui consiste donc à appliquer à un sujet atteint du tétanos, eh bien, deux injections, à deux endroits différents du corps, une injection de sérum antitétanique qui agit immédiatement, mais qui a une durée limitée d'une dizaine de jours, et ensuite le relais est pris par les anticorps fabriqués par l'organisme sous l'effet de l'injection vaccinale. Alors, parallèlement à sa vie professionnelle, qui ne lui laisse que peu de répit, eh bien, la vie familiale de Gaston Ramon va être une fois de plus très liée à Émile Roux, puisqu'il épouse en 1917 l'une de ses petites nièces, Marthe Maumont. Marthe Maumont. Marthe Maumont avait une sœur, Louise Maumont, Louise Maumont, qui se mariera plus tard avec un pastorien, René Martin. Ces deux jeunes filles ont été orphelines très tôt de père et mère, Marthe Maumont à l'âge de 10 ans, et elles ont été élevées donc à Paris, rue La Fontaine, par les deux sœurs d'Émile Roux, qui étaient devenues veuves assez rapidement. Donc ces deux sœurs, c'était sa sœur aînée, Marie Maumont née Roux, et puis sa deuxième sœur, Claire Jobard, donc, qui se partageait l'appartement de la rue La Fontaine, où elles ont élevé ces deux filles. Tout ça sous le regard attentif et bienveillant de Monsieur Roux, qui a veillé sur leur éducation, qui bien sûr à l'époque était assez stricte. Donc on voit sur ces photos, sur la photo de gauche, eh bien, Gaston Ramon avec Marthe Maumont, alors qu'ils étaient fiancés en 1916. Et puis sur la photo du milieu, on voit ces deux jeunes filles, donc Marthe Maumont, l'épouse de Gaston, à gauche, avec sa sœur Louisette, qui avait quelques années de moins, sur les genoux de Monsieur Roux. Et puis sur la photo de droite, eh bien, on voit ces deux mêmes jeunes filles, Marthe à gauche, Louise à droite, entourant leur grand-mère Maumont, hein, qui n'a pas l'air, quand on la voit comme ça sur les photos, très commode, et qui a quand même le mérite d'élever ces deux jeunes filles. Issus de leur mariage, issus de leur mariage, trois enfants, dont le plus jeune, Jean Ramon, qui sera pédiatre, médecin pédiatre à Sens, et rappelons-le, qui a créé en 1955 le premier service de pédiatrie de Lyon, sous la houlette de Robert Debré, qui à l'époque était le père de la pédiatrie française. Il y a une étroite collaboration entre Gaston Ramon et Robert Debré, entre expérimentateurs et cliniciens. On voit ça sur l'image de droite, où l'on voit à l'établissement de Sologne, au placement des tout-petits, qui était un établissement à l'époque qui accueillait des enfants tuberculeux qui étaient contagieux, et donc en attendant de les traiter, eh bien, pour les renvoyer ensuite dans leur foyer. Donc on voit ici à gauche Albert Calmette, donc le père du BCG, la vaccination anti-tuberculose, discutant avec Gaston Ramon et Robert Debré. Et sur la droite, eh bien, Marcel Lelon, un élève de Robert Debré, qui deviendra un des grands patrons de pédiatrie parisiens ultérieurement. Sur la photo de gauche, donc, on voit l'inauguration du service de pédiatrie à Sens en 1955, le vieil hôpital Saint-Jean. Avec à gauche, donc, Robert Debré, au fond, Gaston Ramon. Jean Ramon, mon père, donc, présentant son service. Et puis sur la droite, des personnalités locales de Lyon,
Dans le fond, le docteur Pascal Medjian, qui était président du Conseil de l'Ordre et qui était ophtalmo à Joigny, et complètement à droite, au docteur Play, qui était lui aussi président du Conseil de l'Ordre de Lyon et qui était sénateur de Lyon. Donc, Robert Debray était un ami de Gaston Ramon et a toujours été un compagnon des bons et des mauvais jours, particulièrement dans les années 38-39, où la vaccination antidiphtérique a subi l'assaut des polémistes de l'époque, les antivax de l'époque, avec en premier lieu Philippe Henriot et puis Léon Daudet, hein, qui était le fils de l'écrivain Alphonse Daudet. Alors on traitait Ramon d'assassin, on l'accusait de tuer les enfants avec son vaccin antidiphtérique, on l'accusait de tuer les soldats de l'armée avec son, avec son vaccin antitétanique. Alors l'épreuve du temps, comme au temps de Pasteur, eh bien, aura raison de toutes ces critiques, mais qui à l'époque avait quand même beaucoup touché Gaston Ramon, puisque ça se passait en 1938-39. À l'époque, il avait perdu le soutien d'Émile Roux, qui était donc décédé en 1933 à l'âge de 80 ans, qui avait d'ailleurs suivi la mort Albert Calmette, qui était mort prématurément, lui aussi, à l'âge de 70 ans. Donc Gaston Ramon, après ses découvertes, eh bien, poursuit ses travaux expérimentaux sur l'immunité. Il est cofondateur avec Robert Debré et Louis Pasteur-Valéry Rado, dit PVR, le petit-fils de Pasteur. Donc ils sont fondateurs, ces trois hommes, de la première revue d'immunologie française qui a paru en 1935 et qui cessera de paraître dans les années 70. Alors, de nombreux collaborateurs, élèves français et étrangers, dans les années 30, viennent se former à l'Institut Pasteur de Garches, qui devient dans ces années-là le haut lieu de la recherche pastorienne française. Alors, on va citer alors là, bon, revenons un petit peu en arrière, où on voit avec ces antivax, un livre qui avait fait scandale à l'époque, hein, d'un certain docteur Chavanon, on peut tuer son enfant. Alors dans ce livre, effectivement, il répertorie un certain nombre d'observations d'enfants qui étaient décédés au décours d'une vaccination antidiphtérique. En fait, ce livre résiste mal à la critique et lorsqu'on le lit de façon très attentive, eh bien, on s'aperçoit que tous ces enfants, soi-disant décédés de complications de vaccination antidiphtérique, en fait, étaient morts d'autre chose. Donc, tous les élèves collaborateurs de Gaston Ramon qui défilent donc à Garches dans les années 30. Ici, on voit à gauche donc Bella-Chick, Bella-Chick est un pédiatre nord-américain de Chicago qui a mis au point la réaction de Chick, qui était une réaction qui permettait de savoir si les enfants étaient immunisés ou non contre la diphtérie. Sur la photo de droite, on voit cette photo qui ressemble à un certain nombre de photos dans les archives de Gaston Ramon, où l'on voit toujours sur ces photos Gaston Ramon qui habituellement est en blouse blanche, et on voit toujours sur ces photos son épouse Marthe Maumont, donc qui est à droite, avec quelques pastoriens. On voit à côté de Gaston Ramon, M. Sens, hein, qui était un diplomate uruguayen qui travaillait à l'Institut Pasteur et qui a été un ami de Calmette et qui l'a beaucoup aidé lorsque son seul fils vivant, euh, étant couvert de dettes, lui avait causé pas mal de soucis, avec notamment des dettes accumulées grâce à une danseuse roumaine qui a fini par être expatriée chez elle, donc après tous ces ennuis. Donc, son ami, on voit sur la droite son ami Jules Bordet. Jules Bordet, à l'époque, hein, c'était le pape de l'immunologie, qui était directeur de l'Institut Pasteur de Bruxelles et qui a été donc prix Nobel de médecine en 1919 pour ses travaux sur l'immunologie. On voit d'autres collaborateurs étrangers. En haut à gauche, Madsen de Copenhague. À droite, en haut à droite, donc d'Antona, qui était un chercheur italien de Sienne, qui était probablement l'élève le plus cher de Gaston Ramon. On le voit ici avec pratiquement la famille au complet. Hein, on voit là, avec, à côté de Marthe, son mari Gaston, la chienne Rita au milieu. Et puis en arrière-plan, on voit en haut à droite son fils aîné, Paul Ramon, qui était médecin généraliste à Valogne, à côté de Cherbourg. Et puis on voit ici également en arrière de Gaston sa fille Marcel, donc, qui épousera un pastorien, élève de Gaston Ramon, Albert Delaunay. Et puis sur la photo du bas, eh bien, on voit toute une brochette de chercheurs japonais de l'Institut Kitazoto de Tokyo, hein, avec deux élèves particulièrement appréciés de Gaston Ramon, hein, qui s'appelaient Tsurimi et Oyama. Oyama sûrement le plus cher,
est mort en 1945 des suites de la bombe atomique d'Hiroshima au Japon. Donc on voit toujours en premier plan donc Marthe Maumont avec sa fille Marcel à droite et le jeune garçon en culotte courte, eh bien, c'est Jean Ramon, mon père. D'autres chercheurs de l'époque passeront à Garches, notamment Fleming, hein, Fleming, le père de la pénicilline en 1929, pénicilline qui sera fabriquée de façon industrielle à partir des années 40 et qui permettra au cours de la Seconde Guerre mondiale d'épargner la vie de nombreux soldats au même titre que la vaccination anti-tétanique. Donc, comme vous le voyez, des chercheurs du monde entier qu'il aimait recevoir dans l'intimité de sa famille, à sa table toujours accueillante grâce à son épouse, avec la satisfaction aussi de montrer à certains qu'il avait vu travailler aux USA lors de son voyage aux USA en 1927 dans des laboratoires bourrés de matériel. Donc, il avait la satisfaction de leur montrer son petit laboratoire étriqué qu'une simple cloison séparait de la chambre mortuaire de Pasteur dans le pavillon des Sangas. Alors, nous, Américains de l'époque, ne comprenaient vraiment pas comment ces pastoriens pouvaient faire d'aussi grandes découvertes avec des moyens aussi rudimentaires. Après ces périodes fastes de gloire, entre guillemets, eh bien, surviennent des années plus sombres avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, on lui confie en 1940, dans l'anarchie du moment, la direction générale de l'Institut Pasteur. Donc, grâce à son autorité, sa notoriété, eh bien, l'Institut Pasteur demeurera intouchable par l'occupant allemand. Alors, Gaston Ramon était visionnaire et donc il propose des réformes drastiques. Des réformes drastiques qui malheureusement ne sont pas le goût de tout le monde, en particulier du conseil d'administration qui les refuse. Cela entraîne donc la démission de Gaston Ramon à la fin d'année 1940. Donc il retourne à l'ANS de Garches où il a succédé à Alexis Prévost, décédé en 1926, et donc s'emploie à assurer la continuité de la production des sérums et des vaccins, et continue donc encore à travailler dans son laboratoire et à peaufiner ses découvertes. Mais au fil des mois et des années, la situation continue à se détériorer avec Paris. Le summum, c'est à la libération, avec les comités de libération, les comités d'épuration, où un certain nombre de décisions prises à l'époque pendant l'occupation lui sont reprochées, et il se voit donc dans l'obligation de quitter l'Institut Pasteur en 1947. Donc je vous laisse imaginer le désarroi de Gaston Ramon de quitter l'Institut Pasteur, où il a passé toute sa vie professionnelle, d'autant plus qu'à l'époque, certains de ses anciens collaborateurs ont mis en doute la paternité de ses découvertes. Heureusement, toutes ces critiques ont été balayées par des interventions mémorables dans cette académie de médecine qu'il a toujours soutenue. Donc, malgré son départ de l'Institut Pasteur, il part en paix avec, comme il le dit lui-même, les calomnies répandues par les sots et les envieux disparaissent avec ceux qui les ont proférées, alors que les bienfaiteurs de l'humanité, dont il fait partie, n'ont rien à craindre de l'histoire. Donc après avoir quitté l'Institut Pasteur, il est brièvement directeur de recherche à l'Institut national d'hygiène, qui deviendra l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Et puis ensuite, il prend la direction en tant que vétérinaire de l'OIE, l'Office international des épizooties, succédant à un vétérinaire, Emmanuel Leclinch. Direction qu'il va occuper pendant 10 ans, de 1948 à 1959, avec de nombreuses réformes qui, là encore, lui valent une reconnaissance mondiale. L'OIE deviendra plus tard l'OMSA, une branche de l'OMS. OMSA, c'est l'Organisation mondiale de la santé animale, dont font partie essentiellement des vétérinaires. Donc il prend sa retraite à l'issue de son mandat à l'OIE et se retire dans sa maison de Garches, où il poursuit ses écrits et ses publications. Il publie en 1957 sur la gauche ses mémoires sous la forme d'un gros volume, 40 années de recherche et de travaux, résumant sa vie de chercheur. Malheureusement, sa santé s'altère progressivement. Il subit une intervention chirurgicale au printemps 1963 et meurt d'un accident cardiaque au décours de cette intervention le 8 juin 1963. Donc, comme il le souhaitait, il est inhumé dans la plus stricte intimité dans son village natal de Belchaume, avec sur sa tombe une palme en bronze de laurier déposée par un de ses élèves avec l'inscription Pro Humanitate. Cette palme est toujours présente sur cette tombe en granit qui, euh, qui siège dans l'angle haut du cimetière de Belchaume. Donc après ce survol rapide de la vie et de l'œuvre de Gaston Ramon, j'aimerais insister sur certains traits de son caractère. Gaston Ramon fut un travailleur solitaire, infatigable,
exigeant avec lui-même et son entourage, et fidèle en amitié pour ceux qui ont su la gagner, notamment ses camarades de promotion d'Alfort, la promotion Ramon de 1910, avec deux camarades qui l'ont toujours soutenu, Jean Barotte, hein, qui était vétérinaire, qui a fait une partie de sa carrière en Italie dans les laboratoires pharmaceutiques, et puis Gaston Aubry qui était vétérinaire à Lisieux. Il n'oublie pas notamment ses camarades du lycée de Sens et il avait plaisir chaque année à revenir à la réunion des anciens du lycée de Sens où il prononçait à chaque année, à la remise des prix, un discours chaleureux. Parmi eux, citons le docteur vétérinaire Doroth de Sens, donc au destin tragique. Frédéric Bitton également, humaniste et poète de service, qui écrivit à l'occasion d'un banquet des anciens du lycée de Sens un poème à la gloire des anatoxines, dont je vous lis quelques lignes. Mais tandis que la gloire a pour d'autres des charmes modestes, il vous suffit du sourire d'un enfant ou du remerciement silencieux des larmes. Fidèle en amitié également, parmi ses nombreux collaborateurs français et étrangers, eh bien on retrouve Robert Debré qu'il rencontre souvent, mais qu'il rencontre une fois par an en Touraine. Ici, on le voit dans sa première propriété de Touraine à Villavar en 1932, où il parle sans doute des résultats de la vaccination antidiphtérique. Le deuxième collaborateur particulièrement précieux de Gaston Ramon, eh bien, ce fut Rémy Richoux, vétérinaire lui aussi, qu'il a soutenu contre vents et marées tout au long de sa vie. Donc d'autres dont on a déjà parlé, des élèves les plus chers, d'Antonat de Sienne et puis Djurocic de Belgrade en Yougoslavie. Il leur a rendu visite par de brefs voyages au soir de sa vie. Alors bien sûr, Gaston Ramon n'oublie pas sa famille, n'oublie pas son Belchaume, où il essaye de se rendre le plus régulièrement possible lors de brefs séjours. Il accompagne également tous les ans ses enfants en vacances au Pouliguen, chez les amis Vira, mais il ne fait que l'aller-retour. Il le dira lui, comme il l'a dit lui-même, il n'a jamais pris de vacances prolongées. Je ne parle pas des congrès à l'étranger où il était reçu avec les honneurs, mais contraignant professionnellement. Donc là, on le voit ici lors d'un de ses séjours à Belchaume, revenant des escargots, avec donc Gaston Ramon sur la gauche, son père Léon à droite et au milieu son jeune frère Léon de plus de 20 ans, son cadet. Alors une dernière caractéristique tout au long de sa vie a été le désintéressement. Il n'a tiré aucun bénéfice ni matériel ni financier de ses découvertes universelles, malgré les ponts d'or qui ont pu lui être proposés par des firmes pharmaceutiques et en particulier par des grands centres de recherche nord-américains. Il est resté viscéralement attaché à l'Institut Pasteur, la maison comme on l'appelait à l'époque. Ouais. Il a fait don de ses découvertes à cette grande institution française fondée en 1888. Les honneurs mérités sont arrivés sur la fin de sa vie, concluant la reconnaissance mondiale de ses découvertes. Citons parmi les nombreuses distinctions françaises et étrangères le prix Émile von Behring en 1950 en Allemagne, élevé à la dignité de Grand Croix de la Légion d'honneur par le président René Coty en juin 1956. Médaille d'or du CNRS en 58, lauréat du prix Antonio Feltrinelli en Italie en 59, et puis docteur honoris causa de nombreuses universités dans le monde, membre de l'Institut de France, section Académie des sciences en 43, et puis bien sûr membre de l'Académie de médecine. Il occupe à 48 ans, en 1934, après la mort d'Émile Roux, il occupe donc le siège d'Émile Roux, qu'Émile Roux lui-même avait occupé à la mort de Pasteur en 1895. Il avait donc occupé le fauteuil de Pasteur. Je terminerai par les multiples hommages posthumes qui lui ont été rendus après son décès, en juin 63, dont je cite les plus marquants. En 1967, pardon, un timbre est émis à son effigie à l'occasion du bicentenaire de l'école vétérinaire d'Alfort. On voit ce timbre sur une carte maximum émis à l'effigie de Gaston Ramon. En 86, sera inauguré le musée des applications de la recherche, donc au bâtiment des 100 gardes, qui évoque toute l'épopée pasteurienne, de Pasteur jusqu'au virus du sida avec Luc Montagnier. Ce musée actuellement est fermé depuis 2007, faute de moyens financiers, et en discutant avec la conservatrice actuelle du musée Pasteur, on ne connaît pas son avenir. Alors j'ai oublié, en 69, lors d'une grande cérémonie, son effigie viendra prendre place dans la grande galerie des Pasteuriens à l'Institut Pasteur. Et puis la même année, en bas à droite, le château, qui est un bâtiment qui avait été construit
en 1939 pour la fabrication des vaccins et des sérums, a été inauguré et a pris le nom de Château Ramon. L'inauguration a été faite par le professeur Jean Bernard, hématologiste de renom à l'époque. Donc on voit ici Jean Ramon, son fils cadet, dévoilant la plaque d'inauguration de ce bâtiment Ramon. Donc parmi les nombreuses voies et lieux publics, je n'oublie pas l'hôpital de Sens. L'hôpital de Sens qui porte le nom de Gaston Ramon, qui a ouvert en 1981, remplaçant l'ancien hôpital Saint-Jean, mais qui était en 1983, pardon, cet hôpital a porté le nom de Gaston Ramon. Et fait curieux, petite anecdote si l'on veut, cet hôpital n'a été officiellement inauguré que 40 ans après, c'est-à-dire en juin 2024, c'est-à-dire l'année dernière. Alors pourquoi il n'avait pas été inauguré avant? Eh bien parce qu'en 83, la municipalité de Sens était une municipalité de droite, de même que le préfet, et le ministre de la Santé de l'époque était Jacques Ralite, qui était un communiste. Donc antagonisme politique qui fait que les Sénonais n'ont pas voulu que cet hôpital soit inauguré par Jacques Ralite. Voilà. Pour en terminer cette fois-ci, je citerai en guise de conclusion cette phrase empruntée à Pasteur que Gaston Ramon aimait bien répéter au soir de sa vie. J'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que cet exposé a été clair sans vouloir entrer trop dans les détails scientifiques, que vous pourrez consulter éventuellement dans son livre mémoire que je pourrais mettre à la disposition de certains si vous le souhaitez. Voilà, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Ramon. C'était un exposé vraiment exceptionnel, hein. Je crois que tout le monde dans la salle est d'accord avec ça. Et donc, il nous éclaire beaucoup sur ce personnage avec effectivement les aspects familiaux en plus. En plus, oui, oui, bien En sûr. plus, les images, non seulement les images, mais les images commentées C'est ça, de oui, manière oui. précise. Donc, c'est vraiment un exposé qui va être marquant pour notre société. Et Et puis puis, ça nous replonge dans toute l'ambiance de la fin du 19e, début du 20e, où absolument. il y a eu de nombreuses recherches de fait, Bon, nombreuses découvertes alors de une fait. petite question. Vous aviez annoncé au début que la maison de naissance est rue Émile Roux Oui. et vous n'avez pas dit pourquoi. Parce que vous disiez que c'était peut-être pas un hasard complet. Alors, bah, ce n'est pas un hasard, parce que comme la maison natale, si vous connaissez, si vous venez un jour à Belchaume, vous verrez qu'il y a une rue Émile Rouille, il y a une rue Pasteur, il y a une rue Marie Curie. Donc, comme Gaston Ramon était né à Belchaume et a fait beaucoup pour son village natal, eh bien, la municipalité de l'époque a donc appelé les nombreuses rues de pastoriens de l'époque. De D'accord. pastoriens et de grands. Pardon? Si, il y a la grande rue de Belchaume s'appelle Gaston Ramon. Oui. Pardon? À Belchaume, il y a 150 habitants l'hiver et ça double l'été, quoi. Ouais, donc c'est vraiment un petit village, mais un petit village très pittoresque, hein. Alors ça a été un peu le drame de la famille, parce que mon grand-père, lorsque son père est mort en 1954, son jeune frère Léon, qu'on a vu sur la photo, là, revenant des escargots, eh bien, avait besoin de s'installer à Sens. Et mon grand-père était tellement absorbé par ses recherches que cette maison a été vendue. Alors le grand-père, il a jamais voulu, après il voulait plus revenir à Belchaume, il disait j'aurais jamais dû faire ça. Et puis, et puis finalement sur la photo que vous avez peut-être vue au début, il y avait une petite maison juste à côté que le grand-père avait achetée, qui restait sa propriété, et que mon père, Jean Ramon, quand il est arrivé à 155, a restauré et a donc aménagé cette maison, puisque mon grand-père a finalement fini par beaucoup apprécier, puisqu'il a pu revenir dans son village natal. Alors, une des recommandations du grand-père, hein, c'était si un jour cette maison est à vendre, eh bien, essayez de la racheter. Mais enfin bon, ça fait quand même pas mal de frais. Attendez, madame, je vais vous passer le micro, madame. Pourquoi là? Est-ce que tu peux expliquer pourquoi la maison de... Vous pouvez vous présenter, Je suis Marthe Domange-Ramon, la sœur de Jean-François. Et je voulais qu'il explique aussi le pourquoi du nom de la maison de Belchaume, le lynx. Le lynx. Alors, effectivement, la maison de Belchaume a été appelée le lynx. Alors, le lynx, pourquoi le lynx? C'est bien parce que Gaston Ramon
a été lauréat du prix Feltrinelli, d'Antonio Feltrinelli en 59 en Italie, et que ce prix, ce Antonio Feltrinelli, faisait partie de ce qu'on appelait l'Accademia del Lincei, c'est-à-dire l'Académie des Lynx. Donc c'est en souvenir de ce prix qu'a reçu Gaston Ramon que la maison, sur le portail de la maison, effectivement, est intitulée le Lynx. Alors, il y a une question en ligne de Monsieur Vattier. Vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Vattier. J'ouvre le micro. Voilà, bonjour Hervé Ouetier, je suis professeur d'immunologie à Tours. Il y a un aspect de la découverte de Gaston Ramon sur les anatoxines dont vous n'avez pas parlé, c'est qu'en fait, d'une certaine façon, dans la maison de l'Institut Pasteur, c'était assez hérétique puisque ça allait à l'encontre du fait que tout vaccin jusque-là était un microbe atténué et il s'agissait là de quelque chose qui n'était pas un microbe lui-même. Et ça, Euh, c'était la toxine. Voilà, Ouais. oui, mais enfin, c'est C'est pas pas un une microbe en soi, bactérie. Voilà, même, bien sûr, oui. voilà. Et donc, comment cela a été perçu dans le monde pasteurien, parce que ça allait à l'encontre quand même des théories jusque-là qui avaient été poussées par Louis Pasteur. Alors, la toxine diphtérique a été découverte donc par Roux et Yersin. Et à l'époque, vu le succès de ce qui en a découlé, c'est-à-dire la sérothérapie antidiphtérique, eh bien, ce type de découverte, de prise en charge de la maladie diphtérique a été unanimement admis par tous les chercheurs de l'époque. Et on voit des photos du congrès de Budapest en 1894, lorsqu'Émile Roux annonce les résultats de la sérothérapie, tous les participants qui jettent leur eau de forme en l'air en applaudissant chaudement. Donc c'était vraiment une petite révolution à l'époque. Non, je suis d'accord sur la sérothérapie, il n'y a aucun problème, je connais très très bien. Mais en termes, c'est pas la sérothérapie est un processus d'immunisation, mais pas de Oui, vaccination. Donc, si on revient au vaccin, jusque-là, on vaccinait avec des microbes atténués. c'est ça, oui. Et là, on se retrouve avec une anatoxine, qui est en fait un antigène, on dirait aujourd'hui, et qui va avoir besoin d'ailleurs d'un adjuvant, et ça fait partie aussi des découvertes de Gaston Ramon. Et ça, c'est complètement nouveau d'un point de vue conceptuel par rapport à ce qu'on avait pour tous les vaccins jusque-là, y compris à l'Institut Pasteur. Donc, on a une rupture conceptuelle majeure Oui. qui allait en opposition totale avec ce qu'étaient les concepts de vaccination jusque-là. Alors ça, Et je ne saurais pas répondre à la question, mais je pense qu'effectivement, ça a créé, ça a certainement, parce que bon, on pourra revenir éventuellement sur le pourquoi Gaston Ramon a quitté l'Institut Pasteur. Il est certain que cette découverte sur ce qui a révolutionné un peu les choses, et comme vous le dites, les chercheurs de l'époque travaillaient sur des vaccins atténués, il est certain que ça a créé des tensions entre ces différents chercheurs de trouver une nouvelle voie pour un vaccin. Donc voilà, moi, je peux rien dire d'autre de bien particulier là-dessus, mais d'accord. effectivement, ça fait une grosse rupture avec les vaccins antérieurs. Alors, on va donner la parole à Serge Rosolène, qui est vétérinaire, hein, je Oui, le précise, puisque, voilà. oui, merci de votre exposé. Bon, juste pour dire quand même que enfin, Gaston Ramon, c'est une des vedettes chez les vétérinaires, hein. Il n'est peut-être pas connu des médecins, mais chez nous, c'est pas du tout le cas, hein. C'est quelqu'un de très important, comme Pasteur d'ailleurs, hein, qui avait d'ailleurs lui-même des problèmes avec les médecins. Je le rappelle quand même. Il a été rejeté aussi par les médecins, alors que Et alors, oui, alors Ramon, par contre, il y a des thèses vétérinaires qui sont faites régulièrement, et bon, la dernière elle date de 2021. 2021, oui, Voilà, hein, donc de Barrio, pardon. Donc voilà, il y a quand même, c'est ça. on l'oublie pas, hein, nous. Alors, les vétérinaires ont de travailler tout le temps avec les chercheurs de la médecine humaine, puisque un des collaborateurs de Pasteur était Nocard, qui était donc un vétérinaire de l'époque, hein, donc, qui faisait le lien donc, entre la médecine humaine et la médecine animale. Et on connaît le lien entre ces pathologies animales et pathologies humaines avec, avec notamment plus récemment, bien sûr, le Covid, si l'on estime que ce virus vient d'une origine animale, ce qui n'est pas sûr du tout. Très bien. Alors, Alors, juste il juste y pour, a
Jacques Batin qui a demandé la parole. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro, Monsieur Batin. Voilà, à vous la parole. Voilà. C'est bon? Vous m'entendez? On vous entend, oui, merci. Vous m'entendez? Merci, Monsieur le Président. Merci à Monsieur Ramon qui a fait ce magnifique éloge de son grand-père. Alors, j'ai entendu de sa bouche même Robert Debré dire tout ce qu'il devait à Ramon, si bien que c'est Gaston Ramon qui lui a remis son épée d'académicien. Ce qui est aussi tout à fait intéressant dans votre exposé, comme vient de le dire Serge Rosoler, c'est qu'il a été vétérinaire. Et donc, c'est vraiment l'illustration de ce qui est maintenant un concept admis, qu'il y a une seule médecine animale, humaine et environnementale. Et donc, c'est une santé qui doit être prise comme cela de manière globale, avec les anthropozoomorphies, toutes ces maladies animales transmises à l'homme. Alors aussi, une remarque à propos de Yersin, vous avez dit qu'il avait eu une pauvreté de moyens. Eh bien, cette pauvreté de moyens, ça a été son succès. Parce que Kitasato était très bien vu localement par les Anglais qui lui avaient donné donc une étuve. Et c'est en mettant un prélèvement sanguin à l'étuve qu'il n'a pas pu trouver le bacille de la peste qui ne se développe qu'à la température ordinaire, à 25 ou 28 et non pas à 37. Donc ça a été une très bonne fortune et un pied de nez aux Anglais qui voulaient évidemment nous piéger. Voilà, merci beaucoup.